Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Donc aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de la semaine et le dernier jour également à passer avec notre invité, Renaud Van Ruymbeck, qui est venu nous présenter et parler autour de son livre, donc Les Mémoires d'un juge trop indépendant, aux éditions Taillandier. Bonjour Renaud Van Ruymbeck. Bonjour. Donc c'est vrai qu'hier on a parlé longuement de l'affaire Dickinson, que vous détaillez également dans votre livre. Et c'est le cas aussi de toutes les affaires, des affaires que vous avez choisi d'illustrer pour illustrer votre propos de l'évolution de la justice tout au long de ces 40 années où vous avez été juge d'instruction. Et souvent, dans ces affaires, vous avez quand même eu des sujets très sensibles. Est-ce que, à un moment donné, vous avez pu vous sentir en danger quand vous étiez à instruire ce type d'affaires, ces affaires de gros sous quand même, avec pas toujours des gens clean, on va dire. Pour tout vous dire, je me suis senti en danger 2 fois. La première fois, c'était juste après la mort de Robert Boulin, et j'ai reçu une petite enveloppe là, avec un petit mot à l'intérieur, une petite carte de visite. Le petit dessin qu'il y avait n'était pas très encourageant, vous voyez ce que je veux dire. On est un groupe de résistants du même groupe que celui auquel appartenait Robert Boulin. On t'oubliera pas. Il y avait une formule comme ça. Là, je me suis dit, oula. Bon. La deuxième fois où je me suis senti menacé, c'est en recevant un coup de téléphone. Donc là, je suis à Rennes. À l'époque, j'avance dans les enquêtes des financements politiques. Et on est après l'affaire Urbain. J'ai des dossiers sur le Parti républicain à l'époque. Et pas seulement d'ailleurs. Et je reçois un coup de fil chez moi d'un représentant syndical que je connaissais, que j'avais déjà croisé le chemin, qui me dit voilà, Renaud, il y a une menace sur toi, fais très attention, etc. Et donc je me dis oui, ok, d'accord, c'est pas, je prends pas au sérieux en fait. Et après, le patron de la PJ de Rennes, qui est un grand policier, monsieur Ménez, m'appelle en me disant faites attention là, parce que on a vérifié. Alors c'était quelqu'un qui s'était répandu. Il y avait soi-disant un contrat sur moi. Et c'est quelqu'un qui s'était répandu dans une ou 2 salles de rédaction à Paris, qui était prévu. Alors, un type qui a un passé pas très. Vous voyez ce que je veux dire, bon, et qui s'était répandu en disant il y a un contrat sur lui, on m'a approché, mais il faut qu'il fasse attention, ça doit se produire. Alors à l'époque, le Parlement avait brûlé, donc on était dans les locaux de la cour d'appel, là j'étais au sud de la gare. Ils ont réservé une chambre d'hôtel tel jour, ils doivent l'abattre. Bon. Ça me paraît un peu curieux, mais le commissaire me rappelle et me dit faites attention parce qu'on a vérifié effectivement une chambre qui a été réservée. Et donc ces propos ont bien été tenus. Bon, après moi, qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas. En tout cas, ils vont essayer. Les personnes ne sont pas venues dans l'hôtel. Pour autant, est-ce qu'ils ont été prévenus? On ne sait pas. Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Toujours est-il qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, le commissaire me dit voilà, on pense que c'est plus de l'intox que de la. Voilà, donc j'ai eu une protection pendant ces 3 semaines. Je n'aimais pas du tout ça. Moi, j'aime bien me balader librement, marcher, faire du vélo. Non, pas mon truc du tout.
Et au bout de 3 semaines, je dis bon, ça va, on a compris, c'est pas... Protection, donc protection rapprochée avec un garde du corps, c'est Oui, gilet c'est-à-dire qu'on pare-balles, venait me chercher en voiture le matin, avec deux gardes du corps qui m'amenaient au bureau. Après, j'étais dans mon bureau toute la journée, ils me ramenaient le soir. Voilà. Donc... 8 heures, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Et puis il fallait que je porte un gilet pare-balles. Non, je n'ai pas du tout aimé. Et voilà, après, quand je suis allé à Paris, plus tard, dans l'affaire Elf, mes deux collègues qui avaient été saisis avant moi du dossier, c'est-à-dire Eva Joly et Laurent Fieschi, étaient protégés. Et moi, j'ai jamais voulu. Je ne me sens pas menacé. Et de fait, il m'est jamais rien arrivé. Oui. Enfin, vous avez quand même approché des milieux, des milieux un peu... Là, oui, c'est-à-dire quand même. On peut avoir des réactions comme ça, mais je dirais que on n'a pas non plus... Après, quand j'ai instruit des dossiers politico-financiers, j'ai pas eu affaire à des mafias. On n'est pas en Sicile, là, attention. C'est pas ça. Je pense que les vrais... pièges qu'on peut rencontrer, ce sont des tentatives de manipulation, de déstabilisation, de décrédibilisation. Ça, oui. On n'est pas... Et ça, faut absolument être prudent par rapport à ça. Des menaces physiques, j'ai jamais vraiment cru. Bon, il y a eu ces 2 incidents-là que je vous ai rapportés. Après, vous dites, c'est vrai, on n'est pas en Sicile, mais les affaires vous ont quand même emmené aux 4 coins de l'Europe, voire un peu plus loin. Oui, alors après... oui. Et là, vous touchiez quand même, quand vous parlez par exemple de Singapour, enfin ces paradis fiscaux. Oui, mais alors là, effectivement, là on sort d'affaires politiques, hein, c'est des affaires vraiment financières que j'ai pu traiter à Paris, quelquefois un aspect politique, parce qu'il peut y avoir des financements politiques, mais dans ces affaires-là, effectivement, on a affaire dans des ventes d'armes, à des intermédiaires, des gens qui viennent du monde entier, qui ont des comptes à Singapour, etc., qui ont certainement, pour certains, des mœurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Dans ce genre de dossier, on peut toujours se dire, on ne sait jamais. Oui, bon, on ne sait jamais, mais rien ne se passe. Bon, donc on ne va pas non plus... Parce que quand on voit je ne suis pas un anxieux de nature. Voyez, je pars du principe que je suis né sous une bonne étoile. Donc, il ne peut rien m'arriver. Voilà. C'est la méthode Coué, ça. Peut-être, mais j'en suis intimement convaincu, vous voyez, depuis toujours. Donc, Parce que quand on voit les sommes que parfois vous traquez, enfin les sommes colossales qui sont traitées, qui tournent, qui virent sur toutes les places offshore, là, je me dis que la vie d'un homme, pour les personnes qui sont derrière, c'est oui, mais ça a un prix, c'est rien. Ça a un prix énorme. Regardez ce qui s'est passé en Italie avec l'assassinat des juges Falcone et Borsellino. Bon, là, on a une mafia, on a des gens qui tuent, c'est des criminels. Attention, on est dans une autre... Alors oui, il y a de la offshore, il y a tout ça, bien sûr. On est dans la partie la plus noire, je dirais. Et même les mafias, quand ils liquident les 2 juges qui vont enfin aller voir ce qui se passe, et là aussi, il y a des liens avec des politiques. Quelque part, on parle de contrat entre la mafia et des hommes politiques. Bon, j'en sais rien, je n'ai pas instruit ces dossiers-là. Mais ils vont éliminer les 2 juges. Ils vont les éliminer, mais ils vont le payer très cher. Parce que toute mafia qui sont, les gens ont réagi. Les juges ont réagi. Et il y a eu des très grands procès. La mafia, elle a été démantelée, la mafia. Alors, je ne dis pas qu'elle ne renaît pas de ses cendres, parce qu'il y a toujours... Mais je veux dire que objectivement, le prix à payer pour les mafias était quand même très lourd. Et ils ont pu recommencer. Alors, je ne dis pas que mes collègues qui ont continué là-bas courageusement, parce qu'ils sont là, pour le coup, ils sont sous garde du corps, protégés, c'est normal. Les procureurs de Palerme, excusez-moi, c'est quand même un poste à haut risque. Bon. Exposé un peu. Très exposé, mais
il n'y a pas eu d'autres morts. C'est-à-dire que la réponse a été forte. Il fallait qu'elle soit forte. Mais on est dans un autre domaine. Moi, le domaine que j'ai exploré, c'est effectivement le domaine des offshore, mais pas des mafias. Je ne suis pas rentré dans les mafias. Je ne suis pas dans la criminalité. Et à la fois, ça doit être quand même des milieux qui doivent de temps en temps se côtoyer quand même. Oui, on a vu dans les fraudes à la TVA de taxes carbone qui ont été énormes. On a eu des croisements avec des trafiquants de drogue, parce que ces gens-là ont collecté beaucoup d'argent. Certains d'entre eux se fréquentaient dans les cercles de jeu, etc. Donc, évidemment, il peut y avoir des connexions. Et d'ailleurs, il y a eu des règlements de compte entre eux. Mais là, on est presque dans des affaires d'escroquerie. On n'est pas dans le politico-financier. Il n'y a pas de politique. Là, c'est entre eux, quoi. Règlement de compte entre eux. Oui, parce que tu me devais 10 millions, tu m'en as rendu que 5, où sont les autres, je te fais la pause, tu ne me les rembourses pas, et puis voilà, et ça se termine. Bon, il y a eu des morts. Moi, encore une fois, je n'ai pas instruit ces dossiers. Donc. Oui. Mais là, vous auriez pu, quand même, quand on voit les dossiers, enfin, au moins ceux que vous nous présentez dans votre livre, vous êtes quand même allé parfois sur des terrains un peu glissants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis de blanchiment d'argent sale. Oui. Là, on sent qu'on touche des intérêts qui sont importants, qui sont cachés. Tout est caché. Et où on n'arrive pas toujours. C'est un peu comme on a évoqué l'affaire Dickinson. On cherche, mais on n'est pas sûr de trouver. On est content quand on trouve. Quand on arrive à saisir des sommes à Singapour, en Suisse, au Luxembourg, à Jersey, ça m'est arrivé une fois à Jersey de bloquer 10 millions de dollars, il y a du résultat. Voilà. Et je dirais que les vrais enjeux sont là aujourd'hui. Parce qu'on a toute cette masse d'argent sale. Alors j'ai découvert ces circuits, c'est ça aussi que j'ai voulu raconter dans le livre, pour que chacun sache, parce qu'on parle de offshore, les gens ne savent pas ce que c'est. Moi non plus, au début je ne savais pas. Bon, au bout de 20 ans d'avoir travaillé dedans, je sais un petit peu. Voilà, donc le peu que je sais... plus que nous, quoi. Voilà, donc je me suis dit, ça je vais l'expliquer, je vais le partager. Et voilà, je vais dire, regardez ce qui se passe. Parce que vous donnez des chiffres... Enfin, je veux dire, c'est avec des zéros et des milliards de dollars, on n'imagine même pas ce que ça peut représenter. C'est carrément peut-être l'équivalent de budget ou de PIB de pays africains. Enfin, c'est de PIB d'un pays comme la France. Hein. On parle de milliards, de milliers de milliards d'euros. Attention. Hein. Alors, ces chiffres-là, ça a été avancé par des. Je les ai pas inventés. Hein. Moi, je n'ai pas instruit des milliers de milliards. Source, j'ai instruit de l'argent, mais des économistes internationaux qui évaluent, parce que je vais vous dire, mais personne ne le sait. Le chiffre exact, c'est caché. Oui, puis il y a tout ce qui est... Alors, ce que je trouve étonnant quand même, c'est que... Tout le monde le sait que l'espèce ne laisse pas de traces. Et comment se fait-il qu'il n'ait pas plus recours aux espèces, justement pour être intraçable, quoi ? Oui, mais attendez, quand vous avez 10 millions d'euros ou 100 millions d'euros, vous n'allez pas les sortir en espèces. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Il faut les blanchir. Il faut les mettre dans un pays sûr et les réinvestir dans l'économie, dans des groupes hôteliers, dans des projets immobiliers, dans des belles villas, dans des casinos. Donc il y a tout un processus de blanchiment qui a lieu dans ces offshore. Et vous savez, les espèces. Bon, ok, le petit trafiquant de drogue, il manipule des espèces, mais vous croyez que le gros trafiquant, il a que des espèces ? Lui, son problème, c'est de convertir ces espèces en comptes bien sécurisés dans un pays offshore, et de là, il va pouvoir réinvestir et faire tourner l'argent dans l'économie réelle, dans l'économie légale. Et d'ailleurs, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'économie réelle, elle fonctionne en partie avec ces fonds illicites. Voilà. Et il y a l'argent noir, il y a l'argent blanc, si j'ose dire, et il y a la zone grise. Il y a la zone blanche, zone grise, zone noire. Voilà. Et la zone grise, il y a le gris foncé, il y a le gris clair. Vous voyez, donc c'est compliqué, tous ces réseaux, mais ils existent. Ils existent. Je ne vais pas donner un tableau noir de notre monde, mais il y a des poches d'argent noir. Et je ne comprends pas
qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à éradiquer ces C'est une poches. histoire de volonté politique ou c'est... Oui, bien sûr. Oui. Mais bien sûr, c'est pas les juges qui vont y changer quelque chose. Les juges, ils vont dans les dossiers 1 sur 1000 qui vont être saisis, ils vont y aller. Bon, pas de chance pour celui qui tombe dans l'escarcelle, très bien, mais pendant ce temps-là, il y en a 999 autres qui sont tranquillement au soleil. Et ça, il faut une vraie volonté politique, et une volonté politique qui dépasse nos frontières, une volonté politique internationale. Il est quand même stupéfiant de voir que on fait des guerres en Irak, comme on a fait à un moment donné, et on n'est pas capable de mettre au pas les îles Caïmans par des sanctions commerciales. Ça veut dire que toujours on s'y moyen complaît de quelque faire part. pression, quoi. Et bien sûr. Puis même, regardez, les États-Unis qui sont en pointe, qui mettent des amendes très très lourdes aux entreprises qui pratiquent la corruption. Bah, excusez-moi, aux États-Unis, vous avez un État qui s'appelle le Delaware, qui est un paradis fiscal. Et pourquoi on fait rien là? Ça doit peut-être rapporter à quelqu'un. Vous croyez? Alors, en conclusion, est-ce que, voilà, au bout de 40 ans d'avoir fréquenté ce milieu de la justice, est-ce que vous avez quand même le sentiment, c'est vrai que vous en avez parlé un petit peu, ou la satisfaction de voir que vous avez pu contribuer de par votre travail, votre persévérance aussi, parce que c'est des années d'instruction, des mois, des années d'instruction, à avoir contribué à faire évoluer les pratiques, les us et coutumes de la justice entre 1979, 77 quand vous avez commencé, et à votre départ en retraite. Est-ce que vous avez au moins cette satisfaction de... C'est-à-dire, oui, j'ai participé à cette œuvre, je dirais presque une œuvre collective, parce qu'il y a eu d'autres affaires en France, il y a eu, dans d'autres pays, il y a eu ce mouvement en Italie, en Espagne, l'Espagne qui est une jeune démocratie, où là les juges sont allés très loin aussi. Exemple est aujourd'hui plus contesté au Brésil aujourd'hui, mais regardez en Corée du Sud. En Corée du Sud, ils poursuivent la présidente et les principaux dirigeants du grand groupe Samsung, qui est une multinationale, qui est la première entreprise du pays. Donc la justice émerge quelque part. On est soi-même un petit instrument quelque part d'un mouvement beaucoup plus profond en réalité. Je pense que c'est le mouvement de l'histoire qui va comme ça. Aucun regret d'avoir été trop indépendant? Non. Non. Vous savez, on ne se refait pas. Sinon, la nature reprend le dessus. Oui, c'est ça, oui. Alors, Sabot est une œuvre collective, comme vous dites, mais enfin, tout collectif est fait d'individualité. Donc, oui, mais parce qu'on se trouve confronté à ces problèmes-là. Il se trouve que j'ai eu la chance ou la malchance, j'en sais rien, d'hériter de pas mal de dossiers où ce problème était posé. Bon, moi, j'ai fait ce que j'estimais devoir faire, tout simplement, comme beaucoup d'autres l'auraient fait à ma place. Et donc voilà, ça a participé d'un mouvement qui est beaucoup plus global qu'on ne le pense. Oui, mais bon, c'est aussi des individus. Oui, mais forcément, il y a des individus qui se retrouvent là aux manettes, qui est-ce qui a fait ci, comment, qui se posent des questions, voilà. Est-ce qu'il y aura un deuxième tome? Ah non, non, là, stop. Parce que sur le nombre d'affaires, là, vous avez donné quelques... vous avez vraiment mis à la portée du grand public, enfin, je veux dire, c'est un livre qui se lit très très bien, même quand on a, comme vous dites, c'était votre volonté de mettre à la portée de tout citoyen qui n'a pas fait forcément de droit. Et je confirme que c'est lisible et il y a des affaires que vous avez clarifiées. Donc je me dis peut-être qu'il a attrapé le virus de l'écriture, celui-là, et que peut-être il aura envie de trouver, enfin, d'avoir d'autres affaires comme ça qui pourraient illustrer. Mais j'ai pris ma retraite depuis 1 an et demi, donc je n'ai plus d'affaires. De juge, oui. Mais pas d'écrivain. Ah oui, mais ça y est, j'ai raconté. Non, là, je suis bien dans le. Vous savez, j'ai mis du temps à
accoucher de ce livre en quelque sorte, à être convaincu de le faire. Donc ça va, j'y suis. Là, je suis très bien là où je suis. Vous m'avez dit que c'était un jeu, donc pourquoi pas maintenant continuer. J-E, il fallait écrire je. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci de m'avoir reçu. Et votre disponibilité. Et puis, bon voilà, si vous changez d'avis, j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. En tous les cas, merci et peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Renaud Van Ruymbeck, Mémoire d'un juge trop indépendant. Le rôle de la France et de l'Europe. La France, pays des Lumières, a des atouts pour mener d'initiative une action d'envergure. Elle dispose en effet de dispositifs efficaces. Comme dans d'autres pays latins, je pense à l'Italie ou à l'Espagne, la justice n'est pas restée inactive. Or, rien ne peut être entrepris sans le concours de la justice. L'argent, qu'il provienne de la fraude fiscale, de la corruption ou de tout autre type de fraude, ne peut être confisqué dans des États démocratiques sans l'intervention de procureurs, de juges d'instruction et d'enquêteurs spécialisés. Seul le cadre judiciaire présente les garanties requises. Il est nécessaire que la justice agisse de façon coordonnée. Sa mission doit être soutenue par les services fiscaux qui sont les premiers concernés. Ils doivent se concerter et poursuivre le même objectif. Il faut les doter de moyens à la hauteur de la tâche. C'est la première réforme à accomplir. Mais il est impératif, aussi et surtout, de leur permettre d'élargir leur champ d'investigation à l'ensemble des fraudeurs. Aujourd'hui, les poursuites sont limitées à des individus qui ont joué de malchance, leur compte offshore étant apparu à l'occasion d'une enquête. La justice n'intervient qu'au cas par cas. Elle doit désormais changer d'échelle et résoudre le problème dans sa globalité. Les autorités de poursuite, qu'elles soient françaises ou autres, doivent étendre leurs investigations à l'ensemble des fraudeurs détenteurs de comptes à l'étranger. Pour pouvoir élargir les perspectives, une profonde mutation au sein des paradis fiscaux est un préalable. Il a fallu des années pour que les refuges européens comme la Suisse, le Luxembourg ou le Liechtenstein acceptent, non sans mal, de coopérer dans le sillage de Genève, qui a eu le courage de prendre des initiatives dès les années 1990. Mais en Europe, des pays comme Chypre ou Malte résistent. La mise en place d'unités spécialisées au sein des refuges est une condition sine qua non pour permettre la confiscation de l'argent de la fraude. Ces places financières doivent se doter de moyens permettant la saisie et la confiscation de l'argent sale sur les comptes bancaires. Des sanctions doivent être prononcées contre les institutions qui s'adonnent au blanchiment. Il a fallu l'affaire Magnitsky pour que le Danemark prenne conscience de l'activité bancaire frauduleuse qui a sévi dans les pays baltes. Il est temps que ceux-ci, dénoncés enfin par les médias, changent radicalement de comportement. Ces unités, qu'elles soient mises en place à Chypre ou ailleurs, doivent exploiter tous les éléments d'information qui leur sont transmis. Les procureurs locaux doivent engager des poursuites dans leur propre pays contre les banquiers et les fiduciaires qui organisent le blanchiment à grande échelle. Il faut qu'ils prennent des initiatives et cessent de limiter leur action à celles de simples exécutants des demandes de l'étranger. Pour appréhender sur ces places financières l'ensemble des fraudeurs, vaste tâche, il est nécessaire que les banques locales fassent remonter les informations sur toute opération suspecte et que des enquêtes judiciaires s'ensuivent. Dans la plupart des dossiers que j'ai traités, j'ai constaté que non seulement le banquier ou la fiduciaire blanchissait l'argent des fraudeurs, mais aussi que l'impunité leur était assurée. Même lorsque les faits sont mis au jour, aucune poursuite n'est exercée à leur encontre dans leur pays. Quand Chypre, l'île de Man, Malte ou Gibraltar réagiront-ils en se dotant des moyens nécessaires? Il appartient désormais à l'Europe d'y veiller et d'imposer de nouveaux comportements aux États récalcitrants. S'ils n'obtempèrent pas, ils doivent être sanctionnés.
J'ai eu l'occasion de me rendre en Bosnie depuis que j'ai quitté mes fonctions, dans le cadre d'un projet européen porté par le ministère de la Justice. J'ai pu rencontrer à Sarajevo, avec l'aide d'une magistrate française détachée en Serbie et motivée, les procureurs spécialisés dans la lutte contre la fraude. Ils m'ont exposé à tour de rôle les difficultés qu'ils rencontraient. Je les ai invités à poursuivre systématiquement les banques qui permettaient à des hommes de paille d'effectuer de multiples retraits importants en espèces. Je leur ai conseillé de les perquisitionner, de se faire communiquer la liste des retraits en espèces sur les comptes ouverts dans la banque et d'en faire le tri afin d'enquêter sur les opérations particulièrement suspectes. Je les ai aussi vivement incités à identifier les responsables de la banque, du chargé de clientèle au directeur général, et à les poursuivre en justice pour les faits de blanchiment. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront éradiquer la fraude et montrer à l'Europe que les mauvaises pratiques sont en passe de cesser. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.